S'expatrier depuis Israël, c'est souvent un projet de vie super excitant, n'est-ce pas? Mais ça peut très vite devenir un vrai casse-tête administratif et fiscal. Alors, si on se pose la question de comment gérer son statut de résident une fois qu'on est à l'étranger, on est au bon endroit. On va décortiquer ça ensemble, pas à pas, pour y voir plus clair. Oui, parce que ce rêve d'une nouvelle vie ailleurs, il se confronte très vite à une réalité un peu moins glamour, le fameux labyrinthe des obligations qu'on garde envers Israël. Est-ce qu'on va continuer à payer ses impôts là-bas? Et les cotisations sociales, on en fait quoi? Forcément, on a peur de faire une erreur qui pourrait coûter cher. Et c'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour clarifier tout ça. Alors, pour s'y retrouver, voilà le plan. On va commencer par planter le décor avec le dilemme de l'expatrié. Ensuite, on va définir un concept clé. Qu'est-ce qu'un résident israélien? Après ça, on regardera les deux grandes options. Soit on conserve sa résidence, soit on la rompt. Et pour finir, on verra très concrètement la démarche à suivre si on choisit de rompre. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le cœur du problème, vraiment, c'est cette petite angoisse, ou grosse angoisse parfois, qu'on ressent face aux administrations israéliennes. On parle du Bitoa Laomi, la Sécu, et du Mas Hashnassa, les impôts. D'un côté, il y a cette super opportunité à l'étranger qu'on veut saisir, et de l'autre, cette peur des conséquences financières, de perdre ses droits, bref, la peur de faire le mauvais choix. Et ça peut vraiment être paralysant. Alors là, attention, c'est peut-être le point le plus important à comprendre dès le départ. La citoyenneté, c'est une chose, c'est permanent. Mais la résidence fiscale et sociale, c'est tout autre chose. C'est un statut qui est vivant, dynamique. Ce statut, il évolue avec la vie. On déménage, la famille rejoint, on change de boulot, et c'est justement ce mouvement permanent qui rend la situation si complexe quand on s'expatrie. Bon, la question qu'on se pose tous, c'est comment les autorités décident si on est toujours résident ou pas? Eh bien, tout tourne autour d'un seul concept, un concept absolument fondamental, le centre des intérêts vitaux. Retenez bien ce terme, parce que c'est vraiment la clé de voûte, que ce soit pour la sécurité sociale ou pour les impôts. Le Merkaz Chaim, c'est son nom en hébreu, ce n'est pas juste une adresse sur une carte d'identité, hein. Non, c'est beaucoup plus subtil. C'est une évaluation qualitative, on pourrait dire, de l'ensemble de la vie de quelqu'un. On va regarder où est-ce que la famille habite, où se situe le travail principal, où sont les biens immobiliers, les comptes en banque, les amis. En gros, on cherche à répondre à une seule question: où se trouve le véritable centre de gravité de la vie de cette personne? Et là, ce qui est super intéressant, c'est de voir comment les deux grandes administrations abordent ce concept. On voit qu'elles partent toutes les deux de la même base, ce fameux centre des intérêts vitaux. Sauf que l'administration fiscale, le Mazar Hashnassa, elle ajoute une petite couche en plus. Une couche purement quantitative basée sur le nombre de jours passés en Israël. Et voilà le premier de ces tests chiffrés. Le chiffre à retenir, c'est 183. Si on passe 183 jours ou plus en Israël pendant une année fiscale, eh bien, pour les impôts, il y a ce qu'on appelle une présomption de résidence. Attention, j'insiste, c'est une présomption. Ça veut dire que ce n'est pas une vérité absolue, mais c'est quand même un seuil très très important. Le deuxième test, lui, est un petit peu plus complexe à calculer. Là, on regarde sur 3 ans. Si on a passé un total de 425 jours en Israël sur les 3 dernières années et qu'on a passé au moins 30 jours dans le pays l'année en question, alors rebelote, présomption de résidence. Et comme pour le premier test, j'insiste encore, c'est une présomption. Ça veut dire qu'on peut tout à fait la renverser. Comment? En prouvant que malgré les chiffres, le fameux centre des intérêts vitaux est bel et bien à l'étranger. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, on arrive au grand carrefour. Le premier choix possible, la première option, c'est de décider de conserver officiellement sa résidence israélienne, même si on vit à l'étranger. Et bien sûr, ce choix a des conséquences, des avantages et des inconvénients bien précis. L'autre voie, l'option numéro 2, c'est le contraire. C'est de prendre les devants et de décider de rompre officiellement ses liens de résidence avec Israël. C'est une démarche active, ça ne se fait pas tout seul. Et là aussi, évidemment, les conséquences sont tout aussi importantes. Et ce tableau, il résume parfaitement le dilemme. D'un côté, si on choisit de conserver sa résidence, le gros avantage, c'est qu'on garde tous ses droits sociaux. La santé, les allocs, c'est un vrai filet de sécurité si on rentre au pays. Mais, et c'est un gros mais, l'inconvénient majeur, c'est qu'on reste redevable des cotisations et des impôts en Israël sur la totalité de ses revenus mondiaux. Oui, mondiaux. De l'autre côté, si on rompt sa résidence, l'avantage est clair. On est exonéré de tout ça. Par contre, les inconvénients sont tout aussi clairs. On perd ses droits sociaux, donc il faut une assurance privée qui peut coûter très cher, et on peut aussi être soumis à une potentielle taxe de sortie. Alors là, un point d'attention absolument crucial,
un piège dans lequel beaucoup de gens tombent. C'est de se dire « Bon, je vais juste payer les cotisations minimum au Bitoile et au MI, et comme ça, je serai tranquille. » Grosse erreur. En fait, l'administration considère ces paiements minimums comme de simples acomptes. Ils ne soldent absolument pas la dette. Et le jour où ils recalculent ce qui est vraiment dû, ça peut faire très, très mal avec des pénalités énormes. Bon, mettons qu'on a pesé le pour et le contre et que la décision est prise de rompre sa résidence. Comment on fait? La première chose à comprendre, c'est que ce n'est pas du tout automatique. Ce n'est pas parce qu'on prend l'avion que la rupture est faite. Non, il faut une vraie démarche, formelle et surtout très bien documentée. Concrètement, voilà les grandes étapes. Premièrement, déclarer officiellement son départ. Deuxièmement, remplir les formulaires, notamment le fameux formulaire 1348. Troisièmement, et c'est le plus important, prouver avec des documents concrets que le centre de vie a bien été transféré. Un contrat de travail, un bail, des certificats de scolarité, tout ce qui prouve que la vie est désormais ailleurs. Et enfin, quatrième point, qui est plus que recommandé, se faire accompagner par un expert pour sécuriser toute la démarche. Il faut vraiment garder en tête qu'il n'y a pas de solution toute faite. Chaque situation familiale, professionnelle, patrimoniale est unique. Imaginez un cas où un des conjoints reste en Israël, par exemple. Ça complexifie énormément les choses. C'est pour ça qu'une analyse approfondie et personnalisée, ce n'est vraiment pas un luxe. C'est une pure nécessité pour éviter les pièges et faire le meilleur choix. Finalement, on en revient toujours à cette question centrale. Partir vivre à l'étranger, c'est se retrouver à un vrai carrefour fiscal et social. Est-ce qu'on maintient les liens avec Israël ou est-ce qu'on fait une coupure nette? Et vous savez quoi? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans l'absolu. La seule chose qui compte, c'est de prendre une décision éclairée, proactive et qui soit parfaitement alignée avec son projet de vie.